Qu'est-ce qui s'est passé en 2024? Qu'est-ce qu'on a appris sur le marketing, sur la vente? Bonjour à tous, bienvenue dans le 5e épisode de Brain and Bullshit. Je suis toujours avec Zerius. Et en plus de ça, aujourd'hui, on a Simon avec nous, qui est responsable du produit chez Coleman Publishing, qui accompagne nos clients aussi sur le Mastermind, qui a sa propre activité en fait sur la reconversion, sur trouver sa voie, trouver du sens dans ce qu'on fait. Hello Simon, hello Zerius. Hello. Salut. Comment ça va? Ça va. Écoute, content d'être avec Simon. On va partager nos leçons 2024 et un peu de perspective 2025 par rapport à ces leçons. Et je pense que c'est une bonne chose pour cette nouvelle année qui commence, de faire une introspection et de se partager les meilleurs tips. Et ça va être cool pour les personnes qui écoutent ce podcast. Je sais pas si ce serait une introspection, mais... Non, parce que s'il faut se remettre en question, moi, on m'a pas prévenu. Hein. Ouais, bah, moi, j'ai décidé d'être con comme avant. C'est une bonne résolution. Bah oui. Est-ce qu'il y en a un de vous qui veut commencer avec une première leçon marketing, vente, business qu'il a appris en 2024? Allez, moi, j'ai structuré mes pensées avant de venir ici. Moi pas, moi, je suis en YOLO. Ok. Du coup, ouais, moi j'ai noté 3 choses. J'ai noté genre marketing, et leçon business et leçon perso. Du coup, je vais commencer par une leçon marketing qui est que cette année, j'ai compris que on pouvait s'agiter dans tous les sens pour essayer d'amener de la croissance. On pouvait travailler sur son tunnel de vente, sur son avatar, sur le fait de faire plein d'offres, sur le fait de recruter une équipe. Il y a 1 million de choses en tant que business owner sur lesquelles on peut bosser. Mais la chose qui a, en tout cas, ce que j'ai appris en 2024, c'est la chose qui a le plus de valeur, qui a le plus d'impact, qui a le plus de levier, sans forcément le plus d'efforts associés, c'est par hasard de trouver une publicité qui est ce que j'appelle une super winner, ce qu'on appelle dans le jargon des marketeurs des super winners. Et en fait, c'est une publicité qui, sans qu'on puisse expliquer pourquoi, va amener énormément de ventes, énormément d'appels de vente, énormément de ventes derrière. Et juste le fait d'avoir une super winner, ça peut driver, ça peut amener de la croissance pendant peut-être 1 an et demi, tu vois, sans qu'elle s'essouffle. Et en fait, ça, c'est quand même un point qui est super, super destructif, puisque le but d'un marketeur, quand on trouve une super winner, notre but, c'est de reproduire ça. Et on se dit, je veux reproduire une super winner puisque ça va ramener encore plus de croissance sans forcément amener de travail supplémentaire. Et du coup, on a inventé le copywriting, le direct response et tout un tas de concepts pour essayer de finalement de reproduire des super winners. Mais je me suis rendu compte en 2024 qu'une super winner, on a beau la décortiquer dans tous les sens, la reproduire, mettre le même texte, essayer de faire le même contexte, tout dire, avoir tous les éléments de la super winner, mais ça peut ne pas faire la fin de super winner. Et en fait, du coup, si on était capable de reproduire, ça serait super facile. Mais en fait, une super winner, genre, j'ai l'impression que il y a une pub sur 100 pubs excellentes qui seraient validées par tous les marketeurs de la Terre, mais il n'y en a qu'une qui va se démarquer, qui va être transformée en super winner. Et du coup, le seul job du marketeur serait de tester plein de pubs parfaites jusqu'à temps qu'il y en ait une qui se dégage du lot et qui amène de la croissance pendant 1 an pour l'entreprise. Donc ça, c'est une grosse leçon. C'est ce que j'allais te dire en vrai. Hein, c'est que, tout comme, à part en disant des vraies dingueries, on ne sait pas d'avance quel Reels va partir viral, il faut juste en faire plus, quoi. Et en fait, au bout d'un moment, tu repères des mécaniques. Et encore, les mécaniques sont par période, par tendance, par plein de choses comme ça. Mais en fait, c'est le principe, si tu veux, des sexeurs de poussins. Alors, d'ailleurs, je répète cette histoire tout le temps, mais j'ai aucune idée si c'est vrai, d'ailleurs. Hein. Mais je vais raconter cette histoire comme si c'était vrai, parce que c'est comme ça qu'on me l'a expliqué, moi. Via notre industrie agroalimentaire, à la naissance, il faut séparer les poussins mâles des poussins femelles. Ils n'ont pas la même utilité. Sauf que, concrètement, un poussin, c'est un poussin. On ne voit pas la diff. Ils ont la même tronche. Et il faut fouiller, il faut passer comme ça 3 minutes dans le plumage du poussin. Hautement improductif. En fait, ils ont remarqué un truc,
c'est que ceux qui font ça depuis très 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 longtemps, ils sont en mode pousse en là, et tu comprends pas comment ils savent. Et eux non plus ne savent comment ils savent, mais ils savent. C'est-à-dire que on est passé dans la compétence inconsciente. C'est-à-dire que leur cerveau capte des trucs qu'ils sont pas capables de rationaliser et d'expliquer, ou ils savent instantanément si c'est un poussin mâle ou un poussin femelle. Aucune idée si c'est vrai. Si c'est pas vrai, me le dites pas, mon univers s'effondrerait. Mais il y a un moment, quand tu as reproduit un truc assez souvent, tu sais ce qui marche ou ce qui marche pas, même si tu sais pas expliquer pourquoi. Ouais. Je pense que tu repères ça dans la cuisine, dans la musique, dans les films, etc. Quand tu vois Top Chef, par exemple, quand tu vois Etchebest faire je sais pas, ne serait-ce qu'une purée, tout le monde sait à peu près comment faire. Mais lui, je pense que l'ingrédient secret, ça doit être 20 ans de faire des purées qui sont là à pas mesurer ou quoi que ce soit. Et je pense que ça s'explique pas vu que c'est tombé dans ton inconscient. Et tu peux pas expliquer ton inconscient. Ouais, mais je trouve que la différence avec des pubs, c'est que t'as beau être un marketeur qui a 20 ans d'expérience, même si tu fais des pubs qui sont comme des purées parfaites, tu vois, tu auras une purée qui te dégagera sans que tu puisses expliquer pourquoi, parce que les 20 ont quand même tes 20 ans d'expérience, tu Ouais. vois. Enfin, Ouais, c'est vrai. 20 ans d'expérience. Ouais, mais c'est ça, à un moment, c'est la grâce de Dieu. Tu sais pas. Quoi. Ouais, Des fois, ça. c'est comme ça. C'est magique. Exactement ça. Donc ça, c'était ma première leçon marketing. Intéressant. Moi, je partagerais bien une leçon perso juste après ça. C'est que notre niveau de bonheur ou de malheur est intimement corrélé à ce que j'appelle moi le déni de réalité. Je sais pas si c'est la vraie définition, mais en gros, si les choses se passent comme je veux et comme je trouve normal qu'elles devraient se passer, je suis content. Si je suis content un peu tous les jours, probablement que sur la durée, je suis heureux. Si les choses se passent comme j'ai pas décidé qu'elles devaient se passer ou comme je trouve anormal qu'elles se passent, ça m'énerve. Et si ça se reproduit à cette fois, je suis malheureux. Mais est-ce que si le secret là-dedans, c'était pas de faire que les choses se passent bien, mais juste d'accepter qu'elles sont pas censées bien se passer, ce qui fait qu'au final, même quand ça se passe mal, je m'y attendais, je trouve ça normal. Pas que je trouve ça normal, ça se passe mal, mais je trouve ça normal que ça puisse arriver. Et donc en fait, je suis pas surpris, je suis pas déçu, je suis pas énervé. J'accepte juste ce qui est. Et donc au final, je suis plus heureux. Et est-ce que donc le malheur qu'on se crée ne viendrait pas juste de la négation de la théorie du chaos? À savoir, les choses sont hautement imprévisibles. En fait, des fois ça se passe bien, des fois pas. Puis des fois on sait pas pourquoi. Et du coup, tout problème de l'humain, c'est de penser que ça va pas aller en fait. Ou de penser que ça va aller. Et de se battre contre ce qui est. Moi, c'est une question que j'ai eu beaucoup cette année. Parce que forcément, avoir un enfant dans sa première année de vie, le niveau d'imprévisibilité, c'est fois 1 milliard. Tu peux plus te baser sur rien de stable. Par exemple, pour sortir de chez moi, des fois ça prend 3 minutes, des fois 55. Aucun moyen de savoir lequel ça va être. Aucun. Et moi qui suis quand même ultra control freak, ultra routinier et qui pète un plomb quand c'est pas comme d'hab, tu vois, je me suis retrouvé bien démuni vis-à-vis de ça. Et je commence à essayer de philosopher sur le sujet pour me sentir mieux avec moi-même, quoi. Ah, il est trop intéressant ce point. Je kiffe. Ouais, je compatis. Mais j'ai pas d'enfant de 1 an. Non, mais tu vois, ça me fait penser c'est comme le scaling. On en parlait, tu vois, dans le tout premier épisode, dans l'épisode pilote. On disait avoir les bonnes attentes. Et ben, est-ce que scaler, faire du marketing, faire du business, être entrepreneur, tu vois, l'attente qu'on devrait avoir ne devrait pas être, on sait pas. Des fois, ça va extrêmement bien se passer, des fois pas. Des fois, c'est parce que tu auras suivi la mauvaise recette. Des fois, tu auras suivi la recette parfaite et tout va merder, en fait. Et c'est comme ça. Par exemple, moi, j'ai repéré un pattern. C'est qu'on a toujours un niveau de merdier SAV entre le 20 décembre et le 10 janvier. Chaque année. Et je pourrais expliquer ça parce que les gens, ils sont chez eux. Tu vois, ils s'emmerdent, donc ils sont un peu plus énervés. Tu vois. Pareil, l'agressivité sous les pubs, à cette période de l'année, terrible. Mais à un moment, tu vois, une fois que je les poste rationalisés, c'est bien. En fait, si tu veux, si tu cherches une réponse à quelque chose, t'en trouves toujours. Hein. Mais ça veut pas dire que c'est la bonne. Et en fait, il y a un moment, il y a juste des trucs, c'est comme ça. Ça me fait penser à
Marc Aurèle qui disait, lève-toi, en gros, enfin, peu de choses près, lève-toi chaque matin en te disant que tu vas rencontrer, un ingrat, un égoïste, en gros, un con, et tu seras pas surpris d'en rencontrer dans ta journée vu que tu auras anticipé le fait qu'il y en aura. Mais, ce qui fait aussi écho à l'amor fati chez Nietzsche, je vais mettre ma casquette de prof de philo, qui disait que au fond, ce qui nous rend malheureux, c'est la confrontation entre ce que l'on voudrait et ce que la vie nous apporte, parce qu'on ne la contrôle pas, et tout l'enjeu du grand oui nietzschéen, c'est justement et de l'éternel retour du même, c'est d'apprécier dire oui en gros à la vie avec tout tout ce que ça concerne, à la fois les plus belles choses comme les choses les plus affreuses. Ce qui, renvoie et après j'arrête là sur, un truc beaucoup plus terre à terre chez Émile Durkheim, dans un bouquin qu'il faut pas lire, en ce moment, je pense, qui s'appelle «Le suicide», mais où en gros il dit: «C'est normal que des gens se suicident, ce serait même inquiétant qu'il y en ait pas». Quand on lit comme ça, on dit: «Ah c'est bizarre», mais par rapport à l'ensemble de l'humanité, bah, en fait oui, c'est, je mets beaucoup de guillemets comme ça, j'en mets encore un peu, ouais, c'est Statistiquement, normal. c'est normal. En fait, Donc ouais. statistiquement, c'est normal. À l'échelle de l'humain, en tant Ouais. qu'espèce, c'est normal. Mmh. C'est intéressant. Ouais, ça me fait penser à Tony Robbins, gourou du dev perso. C'est pas du niveau de Marc Aurèle, mais il dit trade your expectation for appreciation. Et en gros, c'est échange ce que tu t'attends à juste apprécier ce que tu as, ce que tu obtiens de la vie. Et c'est tellement ça, genre, on le voit à notre échelle, nous-mêmes en tant qu'entrepreneurs, on le voit avec les clients qu'on accompagne, on le voit avec les potes entrepreneurs qu'on a, tu vois, c'est tous ceux qui souffrent sont, y compris nous-mêmes, c'est lorsqu'on est en mode ouin ouin, ça devrait pas se passer comme ça, pourquoi, pourquoi ça tombe sur moi, tous les autres, ça marche et tout. Et parce qu'on avait l'attente que ça fonctionnait, que ça devrait fonctionner avec fluidité, facilité, qu'on devrait avoir un business stable, sans avoir des bâtons, des difficultés, etc. Tu vois? Ouais. C'est ouf. Simon, tu as Oui. une conclusion que tu aurais envie de nous partager? Simon s'il dit: «Oh putain, je vais me faire engueuler». Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi moi? J'ai rien fait. Non, en fait, c'est un peu comme quand j'ai rencontré ma compagne, où souvent on me disait: «Mais qu'est-ce que tu attends en fait d'elle?» En fait, ma réponse était: «Bah rien». Je sais si enfin ça fait alors les gens sont choqués quand je dis ça, mais en fait, je trouve ça plus sain de ne rien attendre Ouais. de quelqu'un ou de quelque chose ou quoi que ce soit. Quand je sais pas, quand je vois mon chat qui est juste là, bah, ce que j'attends de lui, c'est rien à part qu'il vive sa vie de chat. J'attends rien des nuages à part le fait qu'il soit, j'attends rien du soleil à part le fait qu'il soit. Enfin, c'est juste ça, attendre juste que soit. Et si tu arrives à faire ce saut quantique au sens de: «Je n'ai plus d'attente», ça veut plus dire plus d'objectif de vie, ça veut juste dire: «J'attends rien si ce n'est que je puisse être responsable et avoir la sagesse et la force d'agir». Mmh. Et du coup, en fait, on attend plus de soi que d'autrui. C'est si on fait un parallèle avec le sujet du podcast qui est le scaling. Oui. Je mets en place un VSL funnel, voilà, Mmh mh. qui avec du trafic est censé m'amener des ventes. J'ai pour objectif que ça génère des ventes. J'ai mis en place un outil qui est un système qui transforme des inconnus en prospects qualifiés au téléphone. Mais j'ai pas d'attente sur le fait que ça va marcher du premier coup, Mmh. que ça va toujours marcher, et j'ai surtout aucun doute sur le fait que, en fait, je suis en pleine capacité de réparer même si ça marche pas comme je veux du premier coup, Mmh. quoi. Ouais, et pourquoi les clients ont tant de résultats? Parce qu'on les prépare au pire. Mmh mh. On leur dit, genre vraiment, on leur prépare ça, c'est pas du tout ce qui se passe, mais on leur dit: «Alors, il va se passer ça, 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 tu vas dépenser, 5 000 € à perte, attends-toi à ça, attends-toi à ce que tu aies pas de call et c'est Mmh. normal, si tu as pas de call, il va se passer ça et tu vas faire ça et tu vas toujours pas avoir de Mmh call, mh. donc tu vas refaire ta VSL 10 fois». On leur dit ça, au final, genre, la plupart font leur VSL une fois, ils ont des calls et ça fonctionne et ils sont trop contents. Mmh. Mais pour ceux, genre les 2 pour qui ça ne marche pas, genre ils ont été prévenus, ils savent à quoi s'attendre, ils sont totalement OK, ils sont genre
pas malheureux à l'idée de refaire leur VSL une 2e ou une 3e fois parce que ça fait partie du process. Ce qui est le process entre guillemets normal pour une personne qui ne connaît pas le marketing et qui n'est pas dans notre mastermind en fait. Complètement. Simon, est-ce que tu veux nous partager une leçon de 2024 pour toi? Ouais, une leçon marketing que j'ai eue, c'est que tout est vente. C'est-à-dire qu'il faut vendre quand tu veux que les gens achètent ton produit, mais il faut vendre à tes clients le fait d'utiliser ton produit. Et du coup, tu marketes tout le temps, tu vends tout le temps, même quelque chose de gratuit, il faut le vendre au sens de transaction. Et tout le boulot, c'est pour ça que généralement, une fois que les gens deviennent clients, du coup les clients se disent: «Ah bah, c'est bon, j'ai fait mon boulot, c'est bon, j'ai eu le cash, et tout». Mais en fait non, ton boulot il est infini et en plus mais c'est ça que je trouve qui est excitant parce que tu peux faire preuve de créativité pour inciter les gens à utiliser ton produit et surtout que ça devrait être la base. Si tu as construit quelque chose, tu es censé quand même en être fier, donc tu veux que les gens l'utilisent, tu veux que les gens aient du résultat, qui deviennent tes meilleurs commerciaux aussi. Tu dois vendre prospect le fait de cliquer, tu dois leur vendre de regarder la VSL, tu dois leur vendre de faire un appel, tu dois leur vendre le produit, et ensuite tu dois leur vendre l'application. Et il y a jamais, t'as jamais fini en fait. Ouais, non. Non, ce qui m'avait fait rire, je crois que je vous l'avais partagé, c'était, je faisais mes courses à Leclerc et je prends un sac en papier pour mettre des légumes dedans et au dos, il y a marqué: «Comment utiliser ce sachet?» Étape 1, prenez votre fruit ou légume. Étape 2, mettez-le dans le sachet. Étape 3, fermez le sachet. Ils t'ont vendu le fait de comment utiliser un sachet en papier. Mais dans ce moment-là, il faut toujours se rappeler que si ils l'ont écrit, c'est que certains ne comprenaient pas. Non? Ou qu'ils ont dit: «Mon fils l'a mis sur sa tête, il a fait une intoxication, je sais pas quoi, vous l'avez pas dit». Mais en vrai, Vous aviez pas dit que c'était pour les légumes, mais pas pour les enfants. J'ai mis mon enfant dans le sachet. Il était toujours pas sage. tu sais que c'est smart hein, parce que franchement, s'il y a des enfants qui, je sais pas, genre, je me souviens, là, je vais afficher mon frère, mais il était petit, mon grand frère, quand il était petit, genre, il a voulu faire cuire des pâtes et en fait, il a pas mis d'eau. Il avait genre 7 ans, je sais plus. Mais juste, il fait cuire des pâtes sans eau. Et en fait, si c'est pas noté, peut-être que les Ouais. utilisateurs finaux, genre, c'est des enfants de 7 ans. Mmh. Et si c'est pas noté, juste, tu sais C'est pas, quoi. possible. Mais il faut vraiment se dire que tout utilisateur, tout client, en fait, est un enfant de 1 an. L'enfant de 1 an, c'est assez spectaculaire, c'est-à-dire que tu le mets dans une pièce de 50 mètres carrés, très grande pièce. Il y a des milliers d'objets à sa disposition. Il va trouver les 3 avec lesquels il peut mourir instantanément et il ne veut que cela. Tout parent qui nous écoutera sait ce que je veux dire par là. Et en fait, on parlait ce matin dans une réunion qu'on a eue le même jour que cet enregistrement, de comment orchestrer un game design qui crée les bonnes actions chez les personnes. Et en fait, en prospection, en vente, en livraison, etc., le but, c'est de créer un peu la main invisible, en fait. C'est, on veut que les choses se passent comme on a prévu, mais on veut pas avoir à le dire aux gens. Donc, on doit orchestrer des systèmes qui créent les bons comportements. C'est le plus dur. Ouais. C'est le plus dur, mais c'est le plus rigolo à faire. Enfin, J'aimais beaucoup l'exemple que tu as donné ce matin en réunion, Simon. Tu vois, tu disais quand tu es un maître du jeu dans Donjons et Dragons, par exemple. Pour ceux qui nous écoutent, ils ne sauraient pas ce que c'est. C'est un jeu de rôle qui se joue avec un plateau, des dés, et tu racontes des histoires. Voilà, je vais caricaturer un peu. comme au début de Stranger Things. Voilà. Et toi, tu es le maître du jeu. Tu décides des règles de l'univers et tu leur dis alors, vous arrivez devant une porte, il y a un bouton, que faites-vous et la plupart, et en fait, tout le monde là se dit j'appuie sur le bouton. Non, parce que les gens qui jouent avec vous, c'est des enfants de 3 ans. Ouais. Et donc, qu'est-ce qu'ils font? Eh ben, je mets un coup de bâton sur la tête du magicien. Mais pas du tout. Pourquoi Non, c'est ça. tu fais ça? Je frappe avec mon crâne parce que je suis un barbare. Non, d'accord. Et après, tu dois anticiper le fait de dire: «OK, tu frappes, fais un jet de dextérité. 2, ça ne marche pas». Bon, bah, alors je frappe avec j'avais joué ça avec un
avec des potes juste pour l'anecdote. Puis il dit: «Je mets ma massue dans mon cul et je tape mon ennemi». Non, mais voilà, c'est ouais, non, mais Donc il faut être prêt à ça. C'est une parfaite illustration de l'expérience utilisateur. C'est clairement ça. Vous ne pouvez pas imaginer en tant que concepteur d'un site, d'une formation, d'un logiciel, n'importe quoi, comment vont se comporter les utilisateurs. Non. Et donc, il faut les regarder faire. Souvent, ça vous paraîtra débile. Ça l'est pas. Quand vous consommez un truc, vous faites pareil. Et ensuite, on adapte le produit. Mmh. Ah oui, oui. S'il y en a qui veulent se marier avec ce genre de conneries, vous allez taper sur Google, je pense que c'est dispo sur YouTube, le donjon de Naheulbuck. Ouais. Et là, vous en avez pour 10 heures de à quoi ça ressemble, une histoire qui est racontée comme si c'était Donjons et Dragons, avec que des personnages débiles. Mmh. Ouais. Xerius, une autre leçon que tu Ouais. veux nous partager? Ouais. Une autre leçon qui est plus business général, c'est 1 an, c'est très court, mais c'est extrêmement long à la fois, pour businessment parlant. Je dis ça puisque en regardant mon année, je me suis rendu compte que les 6 premiers mois, je suis parti dans la mauvaise direction. Genre, pour développer mon business, Willever, j'ai voulu créer des formations en ligne et développer ma chaîne YouTube et enfin, faire des trucs différents de mon activité principale. Et au final, 6 mois de perte. 6 mois où genre j'ai gagné 0, j'ai pas eu de clients, puisque j'ai pas passé à l'action correctement, j'ai pas mis en place les bonnes stratégies et tout. Et au final, les 6 mois d'après, j'ai fait x3 sur mon CA. En l'espace de 2 mois, j'ai fait x2 et en l'espace de 4 mois, j'ai fait x3, quoi. Et du coup, j'ai perdu du temps pendant 6 mois et les 6 mois d'après, j'ai atteint l'objectif que je m'étais fixé au début de l'année 2024. Et en voyant ça, je me suis dit: «Waouh, en fait, j'ai mis en place tellement de choses cette année que si je les avais appliquées dans la bonne direction dès le début de l'année, j'aurais peut-être fait x6 de mon chiffre d'affaires». Et là, je fais x3. Et là, je me suis dit: «Waouh, une année, c'est long, en fait». Genre, c'est long et quand je regarde tout ce qu'on a mis en place et tout ce qu'on a mis en place pour les différents business que je gère ou dans lesquels je suis, enfin, c'est le jour et la nuit. Il y en a qui ont fait x2 du CA, il y en a qui ont fait, enfin, moi, j'ai fait x3, il y en a qui ont fait x6. Donc l'enjeu, en fait, le vrai enjeu, c'est aller dans la bonne direction, c'est trouver la bonne direction et une fois qu'on a trouvé la bonne direction, tout se fluidifie. Tout se fluidifie, tout est plus facile et ça, pour moi, c'était une grosse prise de conscience. On se rend pas compte à quel point on est à une décision, une action, un changement de faire x2, x5, x10, x50. Et donc, vu que le cerveau humain, il est pas très bien câblé, on pense que tout est linéaire. On comprend pas la notion d'exponentielle. Donc, par exemple, tu vois, tu l'as très bien expliqué, tu vois. Au bout de 6 mois, il s'était rien passé, tu allé dans la mauvaise direction. Et là, tu te dis: «Ah, ça y est, l'année est foutue, en fait. J'ai cramé la moitié de l'année, mon objectif est mort». Bah non, parce qu'une fois que tu travailles sur les bonnes choses, tu crées une exponentielle, pas une linéaire. Et donc, en fait, tu vas pas faire plus 5% tous les mois. Tu vas faire plus 400% un mois et ensuite te battre pour stabiliser ça les 5 mois d'après. Et en fait, peut-être que tu auras atteint ce que tu voulais. Et ça, c'est vraiment le cerveau humain ne comprend pas la notion d'exponentielle, quoi. On pense vraiment, tous les biais cognitifs du monde qu'on a sont là pour nous faire dire oh, tout sera toujours linéaire. Parce que c'est rassurant quelque part. Ouais, et quand on planifie son année, tu vois, genre on se dit ok, donc je veux faire, prenons les gens qui nous écoutent, je veux faire 1 million dans l'année, donc c'est 83 000 par mois. Donc en janvier, pour faire 83 000, il faut que j'ai genre 200 calls. Oh mince, j'ai fait que 50 000. Bon bah c'est mort, mon année est foutue. Genre, Mais c'est on un a peu été comme ça, ça. Hein. quoi. Moi, Oui. là, ce que tu décris là, c'est précisément nos conversations de début 2022. Oui, oui. Et Donc, c'est ouf. donc, pour ceux qui nous écoutent, on a fait exactement les mêmes conneries. Hein. C'est pour ça qu'on les connaît hein, et qu'on les partage. Bah, on revient du coup aux attentes, du coup, finalement. Mais Ouais. je crois que c'est toujours ça le sujet. Hein. C'est peu importe ce qui marche pas, ce qui va pas. Le sujet, c'est toujours les attentes. Tu vois. Et je l'écoutais ce matin.
un podcast de Céline D'Acosta avec Mélanie Anne-Leuer. Donc c'est du business très différent de la façon dont nous on le fait. C'est beaucoup plus yin, beaucoup plus énergie, voilà. Mais Mélanie Anne-Leuer, c'est une marque à 85 millions. Et elle disait, ce que vous êtes en train de construire, c'est un pont. Et en fait, un pont, c'est testé. Et si c'est pas testé, c'est pas un pont. Parce que personne ne laisse jamais traverser des gens sur un pont. Le pont à Chicago, tu te dis pas, on vient de le construire, il n'y a jamais personne qui a foutu les pieds dessus. Allez, on envoie 235 tonnes. Ben non, en fait, bien sûr que non, tu vois. Et bien, dans le business, c'est la même chose en fait. C'est qu'on va être testé, il y a des choses qui vont marcher, des choses qui vont pas marcher, on va corriger et on va pouvoir monter en puissance au fur et à mesure. Et les attentes, c'est pas j'espère que rien ne casse. C'est plus vite je sais ce qui casse, plus vite je peux le réparer, plus vite je peux augmenter le volume en fait. Le business, c'est une grosse canalisation en fait. Et tu envoies de l'eau avec de plus en plus de pression et tu regardes où est-ce que le tuyau il se fissure et tu répares en fait. Et plus tu répares, plus tu peux envoyer de pression et plus tu as de CA. Ouais, je pense que c'est pour ça que c'est super important d'être. Nous, en tant que marketeurs, on a quand même la chance de voir des dizaines, voire des centaines, ouais, plutôt des centaines de business chaque année, et d'être à l'intérieur, de voir leurs chiffres, de voir des petits business, mais aussi des gros business. Et du coup, on peut voir quelle est la réalité et quelles sont les attentes à avoir, quelles sont les bonnes attentes, entre guillemets, à avoir. Et ce qui nous permet aussi de conseiller, du coup, le mieux les gens. Et en fait, la plupart des gens n'ont comme point de référence que leur propre business, d'où l'importance de rejoindre un mastermind de gens qui ont une vue sur beaucoup de business et qui sont capables de vous donner les bonnes attentes, en fait. Je parlais avec quelqu'un là, il n'y a pas longtemps qui organisait de la pub pour un event. Il disait ouais, mais on a un vrai problème parce que les premiers jours, on a des leads à 8 € et les derniers jours, on est à 17 €. Ça marche pas du tout. Tu sais, c'est quoi le budget? 500 € par jour les premiers jours et 2500 à 4500 à la fin. Tu spends x5 à x10, tu penses que c'est pas normal que le coût par lead augmente? Bah non, pourquoi? Tu as renouvelé est-ce que tu avais 5 créas le premier jour et 500 le dernier? Bah non. Bah voilà. En fait, s'il n'y a pas de renouvellement créatif, mais qu'il y a une augmentation du budget, forcément, tous les leads les plus faciles à choper ont été chopés au début, donc tu as des leads de plus en plus durs à choper ensuite, donc de plus en plus cher. Tu ne testes pas de nouveaux angles publicitaires pour aller les chercher, donc ça coûte de plus en plus cher. C'est normal, en fait, c'est une attente normale. Ce qu'on appelle les diminishing returns. Comment ça se traduit? Décroissant. Bref. Ouais, c'est le truc des rendements décroissants, mais c'est pareil. Enfin, on s'en fout comment ça se traduit. Puis je pense qu'il y a le fait des coûts irrécupérables aussi, du coup. C'est que tu dis j'ai passé 6 mois pour rien. Enfin, en fait, non. C'est juste des 6 mois que tu aies réussi ou pas, ils ne reviendront pas. C'est 6 mois de préparation. Mais tu peux pas baser les 6 mois suivants sur 6 mois qui sont déjà partis. Bah non. C'est comme si on disait j'ai 1000 € et on m'a volé 10. Du coup, je mets 990 autres à la poubelle. Tout le monde ici se trouverait ça stupide. Et tous les gens qui nous écoutent disent mais il est complètement con celui-là, quoi. Il est bourré, c'est pas possible. Est-ce qu'il a bon goût, le feutre bleu? Et pourtant, le biais des coûts irrécupérables, c'est exactement ça. C'est je prends une décision irrationnelle et catastrophique parce que j'ai perdu un truc que je récupère jamais. En 2022, quand j'avais La Voix de l'Homme, je me souviens, début de l'année, je prends une décision. Donc, j'avais un business sur la séduction, la confiance en soi pour les hommes, pour les gens qui nous écoutent. Et j'ai investi 15 000 € dans une agence SEO. Et juste après, je crois que c'est 2022, je ne sais plus, mais juste après, il y a l'IA qui arrive. Ou juste avant, tu vois. Et 15 000 € et au final, 3 mois après, je me rends compte que l'agence fait n'importe quoi. Ils n'ont pas d'anticipation sur le futur, personne ne sait. Et j'ai perdu 15 000 € parce qu'il n'y aura pas de rentabilité SEO. Et là, à ce moment-là, j'ai deux choix. Le premier, c'est putain, j'ai perdu 15 000 €. Ok, bah vas-y, je continue à fond sur ce business pour récupérer mes 15 000 balles, genre au moins les rentabiliser. Et je continue à investir pour une rentabilité que j'espère dans le futur, mais je ne suis pas sûr. Ou sinon, je me dis, c'est quoi en vrai ce business dans tous les cas, je le sens plus, enfin, je le sentais plus depuis longtemps. Et j'ai pris la décision d'arrêter. Mais Jérémy, je me souviens quand on a eu cette discussion et tu m'as dit, coût irrécupérable. En vrai,
Genre, fais attention à ça, quoi. Parce que là, tu as investi, du coup, tu veux essayer de rentabiliser, mais c'est peut-être pas la bonne décision. Il y a plein de fois cette année, l'année dernière, etc., où je tente un truc, j'ai mis de l'argent dedans, tu vois. En poussant, je pourrais le rentabiliser. Et j'ai dit, ça marche pas, ça saoule. Ciao, next. On l'a vu encore il y a pas longtemps, hein, sur un accompagnement qu'on a fait, pour nous aider sur un sujet très précis de KP, tu vois. Et il nous restait un mois d'accompagnement, il nous restait un call avec eux, etc. Et Xerus, il me dit, qu'est-ce qu'on fait? On a payé quand même. Non, on sait déjà qu'on veut plus. On sait déjà que c'est de la merde, finalement. On sait déjà que tout ce qu'on avait à prendre, on l'a pris. Alors, on leur met une tape dans le dos, on leur souhaite beaucoup d'amour et de bonheur pour le futur, on leur veut rien, on leur a aucun problème avec eux, on leur demande pas d'argent, on leur demande rien du tout. Juste maintenant, nous, on arrête. Et bonne continuation, les gars. On a pris ce qu'on avait à prendre, en fait. Et passer un mois à ce que vous nous envoyez dans une direction qu'on a entre-temps décidé qu'on ne voulait pas, c'est pas une bonne stratégie pour nous. Hein. Donc, c'est pas grave, tu vois. Le prix de l'investissement qu'on a fait, même si on n'a pas eu ce qu'on attendait, c'est la leçon dont on a besoin, en fait. Et c'est cool. Et plein de fois, Xerius, ça nous arrivait plein de fois, où on a investi dans des trucs où on n'en a pas tellement profité, et c'est ok, ça fait partie de l'apprentissage, en fait. Mais en général, ce qui est le plus intéressant là-dedans, c'est que ça nous a appris comment on achetait, ça nous a appris comment les autres livraient, ça nous a appris qu'est-ce qui était le plus important, etc. Et en fait, des fois, on vient dans un programme pour apprendre ce qu'il y a dedans, et en fait, ce qu'on a le plus à apprendre, c'est comment est-ce qu'on arrive dedans. Ouais, et qu'est-ce qui se passe une fois qu'on est dedans, mais pas en termes de ce qu'on a à apprendre, mais comment on est traité. Alors, comment leur système de livraison est pensé. Ouais, c'est ça. Et là, d'un coup, comprendre le système de livraison de l'intérieur d'un très gros acteur de l'industrie, payer 15, 20, 30 000 pour ça, c'est pas cher. Parce que si on doit apprendre tout seul la même chose, il va nous falloir 5 ans avec plusieurs responsables, et ça coûte beaucoup plus que ça. En fait, c'est du funnel hacking, c'est du product hacking. Quoi. Ouais, c'est ça. mal. En plus de ça, il n'y a pas de coup de pute, on ne le fait pas avec un concurrent français en cachant notre nom, tu vois. On va sur le marché international et on regarde qui sont les gros acteurs et on essaie de voir ce qu'on peut apprendre d'eux, en fait. Et en plus, ça, c'est des gens qui ne sont pas sur notre niche, tu vois, donc on copie même pas. C'est un autre débat. Ouais. On devient juste meilleur. Donc, c'est cool. Ouais. Moi, j'ai une leçon que j'aimerais partager. J'ai toujours su que le personal branding, c'est important. Je pense qu'en 2024, j'ai vu à quel point. J'ai vu le rapport des prospects vis-à-vis de moi et de notre équipe. J'ai vu, quand on a fait monter le personal branding de Rachid, à quel point ça a tout changé sur la relation que les gens avaient avec lui. J'ai vu comme ça facilite les recrutements. J'ai vu comme ça fait qu'on arrive à faire des meilleurs créas qui nous coûtent moins cher parce que les gens nous connaissent déjà. Je vois tout ce que la brand awareness peut apporter à un écosystème de marque, même s'il n'y a pas de rentabilité directe à 30 jours ou à 7 jours. Et en fait, j'ai une vision complètement différente aujourd'hui du personal branding où je vois vraiment ça comme le ROI invisible. On ne peut pas le mesurer, mais c'est palpable au quotidien. Et je pense qu'en 2024, on a vraiment un son où on l'a compris très différemment et on est capable, avec des formules bien rodées, d'orchestrer une montée en notoriété d'une personne sur un sujet précis très et très rapidement. Bien sûr, les équipes et les finances pour, bien entendu, hein. Mais entre ça, parce qu'on a compris les mécanismes et on a compris comment positionner les marques de chacun, comment positionner une marque dans son ensemble, quel était le message, comment est-ce qu'on le répétait, où est-ce qu'on le répétait. Et ça va être retesté de toute façon en 2025, donc on aura très vite la réponse à ça. Mais je pense qu'on a compris une formule qui marche pour nous, en tout cas, et pour des gens qui sont comme nous, sur comment on orchestre une marque personnelle et de la notoriété très très vite. Ouais, ça pour moi c'est une leçon, putain, c'est ouf. Parce que ça fait 10 ans que tu es une brute sur ça. Et là, je vois que, en fait, ça fait 10 ans que tu sais et que tu le fais pour toi. Et là, je trouve qu'avec l'écosystème, les équipes, genre, tu as réussi à le recréer pour d'autres personnes. Et donc, en fait, ça valide encore plus les compétences et ce que tu es capable de faire. Genre, c'est une productisation de personal brand à l'échelle bientôt. Tu sais. Complètement. Mais de toute façon, je pense qu'un jour ou l'autre, viendra un moment où on fera un programme dédié à ça. Là, pour l'instant, on le distille seulement à nos clients dans Fast & Slow Bronze et dans Mastermind.
Mais je pense qu'un jour, je sais pas quand, c'est pas du tout une préoccupation, ce serait juste de focus complet, etc. Je pense qu'un jour, je m'amuserai à faire un cours entier sur le personal branding. Oui, c'est vrai que en 2024, je crois que c'était en 2024, mais il y a eu aussi un atelier personal brand pour l'équipe de KP. Oui, le bootcamp personal branding, ouais. Ouais. Ça, c'était ultra puissant aussi. Ouais, carrément. Mais la réalité, c'est que ça a surtout créé beaucoup d'accountability. Et en fait, vous vous êtes tous rendu compte que vous vous tordiez la tête pour faire des trucs très 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 compliqués et qu'en fait, il suffisait de se lancer, d'en faire un peu chaque jour, en fait. Moi, les gens ils me disent tous, ouais, mais ta brain, comment t'as fait, machin. C'est très simple, je suis sur Internet depuis 15 ans et je poste quotidiennement. C'est Ouais. that's it. Zéro secret. Juste le travail, en fait. Mais c'est moins concret, en fait, de voir ça. Enfin, on s'attend à un secret puisque c'est du business en ligne, alors que tu prends un commerçant ou un business genre plus traditionnel en dur. Juste, je suis venu travailler chaque jour et à la fin, j'ai peut-être 3 boutiques, tu vois? Et c'est très bien. Et les gens ils disent: «Ouais, mais comment tu as fait pour avoir 3 boutiques?» Je suis venu travailler chaque jour depuis 15 ans. Je me lève tôt le matin. Moi, une fois sur un trajet en bagnole, j'ai fait un détour de 2 heures pour aller dans un restaurant très précis parce que j'avais vu des vidéos du mec sur Internet où je le trouvais génial et qu'il fallait trop que j'aille voir ça en vrai. Le resto était plein à bord non-stop. Il fallait réserver 1 mois à l'avance pour un resto, c'est une gargote de banlieue, hein. 2 mois à l'avance. C'est de la brasserie française, rien d'autre. La personal brand, c'est le truc le plus puissant qui existe sur Internet. Ouais. Mais on le voit, genre, moi, j'ai des petits frères et je vois qui suivent des TikTokers, des boutiques connues de fast-food et tout. Et c'est des mecs, genre, ils s'affichent en train de faire leur burger et genre, tout le monde kiffe et ils ont une putain de liste d'attente. Alors que c'est en soi juste genre un fast-food, tu vois. Mais Non, juste parce qu'ils ont créé une personal brand et une brand aussi de leur entreprise, ça c'est lié. Mais ils sont full, alors que là, juste le resto d'à côté, il est vide en fait. ouais. On a un bon exemple de ça en France. C'est Alex, c'est quoi son nom de famille? Raphaëtin. Bon, désolé s'il passe par là ou qu'un pote lui passe par là, j'ai écorché son nom de famille. Je le connais parce qu'il fait aussi du business coaching, mais en fait, il est à l'origine du resto Père et Fiche, un resto de burger de poisson. Ils ont une communication, des sketchs sur Internet, des pubs, etc., qui sont des masterclass de branding, de storytelling, de hook, de stop scroll, etc. Et en fait, j'ai aucun doute que pour qu'il marche aussi bien, la bouffe doit être très bonne. Je jamais goûté. Mais bon, ça pourrait pas marcher aussi bien, c'était dégueulasse. Mais des gens qui font juste des burgers au poisson et qui sont bons, il y en a plein. J'en suis sûr. Et eux, ils ont éclaté. Ils maîtrisent les codes de la communication et de la personal brand. Et ça, c'est trop fort. Ah, ça me fait penser à Boku. Ouais, bien Aussi, sûr, ouais. bien sûr, bien sûr. Eux, ils sont trop forts. Mais il y a même un Leclerc en Bretagne qui s'est mis à faire des vidéos qui sont toutes quasiment virales. Oui, je l'ai vu. Ouais. Je l'ai vu. C'est Et extraordinaire c'est ce très truc. drôle. Et des gens viennent, alors qu'ils vivent pas à côté du Leclerc, viennent faire leurs courses dans ce Leclerc-là parce qu'ils ont vu des vidéos de. Alors je sais plus que leur nom ou quoi que ce soit, mais. Et c'est vrai que c'est très drôle. Ouais, en fait, c'est ouf de voir à quel point même les grosses marques maintenant comprennent ça. Et on parle de Leclerc, il y a aussi la SNCF pour Ouais. redorer leur image. Ils ont commencé à faire des sketchs dans les trains, Ouais. les chauffeurs. Et ça, c'est un peu aussi l'image de genre le personal brand du chauffeur, du conducteur de train, permet de redorer l'image de la marque en fait. Et c'est ouf. Le ferroviaire en France, c'est une catastrophe. Mais de toute façon, ça va pas changer en 24 heures, en aucun cas. Non. Donc en fait, si t'as un chauffeur qui est sympa, qui est marrant et qui sait jouer de son, en fait, ça rend le truc moins désagréable. C'est une expérience qui a été catastrophique et un peu rehaussée par ce truc-là. Ouais. Après, ils pourraient s'occuper plus de leur train et moins de leur chauffeur. C'est pas tout à fait grave, mais c'est un autre débat. Je vais pas me faire péter. Et à chaque fois que je dis ça, tu vois, il y a tout le monde il y a toujours au moins 3 cheminots qui me tombent dessus. Ils ont toujours pas compris, visiblement. Et là, j'ai envie de là. Je suis chaud là. C'est que je n'accuse pas une personne individuelle, ni même le métier. C'est le système dans son ensemble qui est défaillant.
Mmh. Et ici, le système n'est pas la somme de ces individus, c'est la somme de ces process qui ont 100 ans. Et c'est ça qui fait que c'est une catastrophe. Et après, oui, on compare avec d'autres infrastructures ferroviaires dans d'autres pays. C'est plus facile de faire un truc qui est ultra clean quand tu le construis de zéro en 5 ans avec les nouvelles technologies que quand tu as un réseau de chemin de fer qui a 100 ans. Et donc, en fait, il faut faire surcouche sur surcouche sur surcouche sur surcouche. C'est pour ça que c'est le merdier. Mmh. On a le problème dans le nucléaire. Voilà, j'ai fini mon laïus, on peut revenir à notre sujet. Mais ça me fait penser à un pattern quand même. Genre, je pense que c'est le cas dans le business en ligne aussi. C'est La dette technique. t'es le premier. Non, c'est le fait que t'es le premier à un instant T. Genre, t'es le premier à avoir des trains, c'est trop bien. Mmh. Et puis t'es aussi le premier à être à être old school, genre à avoir un T'es système le défaillant et premier à pourri. avoir des vieux trains. En fait, et le coût de remettre tes trains au bout du jour, ça coûte une couille, quoi. Mmh. Et Ouais. en fait, le dernier, il a forcément la meilleure techno. Et le premier, historiquement, il a forcément la techno la plus vieillissante et la plus compliquée à remettre à jour. Et c'est pour ça d'ailleurs que techniquement aussi, marketing, tout ce que vous voulez, des fois c'est plus simple de repartir d'une feuille blanche et de tout cramer plutôt que d'essayer de compenser, bidouiller. bidouiller, ouais. Genre, j'ai ma VSL, mais elle marche plus tout à fait, je vais essayer de refaire deux trucs là, à cet endroit-là, peut-être que. Non, vas-y, crame tout, repart de zéro, quoi. Il nous reste le temps Simon. pour une leçon de Simon, je pense. Ouais. Chaud. Moi, c'est plus une leçon perso et il faut encore que mes tripes l'acceptent. C'est que quelqu'un peut être en colère contre toi, mais il peut aussi t'aimer en même temps. Et dans tout Je vais dire mon ça à No Hater. J'ai toujours eu des problèmes de relations, ou quoi que ce soit, et parce que mon cerveau était câblé en mode: «Si on te crie dessus, c'est qu'on t'aime plus». Des fois, c'est vrai, mais souvent, c'est faux. C'est que tu peux te disputer avec des gens, c'est de la même manière que, Émile Durkheim disait, «Oui, c'est normal qu'il y ait des suicides dans le monde. C'est normal qu'il y ait des disputes. Plus tu connais de gens, plus tu as de potentialité de te disputer, de te prendre la tête avec eux, mais ils peuvent quand même t'aimer». Et c'est ma grande leçon de 2024, appris, à la dure, on va dire. Ouais, moi, j'ai un peu ce truc de. Ça a mis très longtemps, hein, j'ai mis beaucoup de temps à l'accepter. En fait, c'est parfois tu seras le méchant de l'histoire de quelqu'un et c'est juste comme ça, tu vois. Mmh. C'est pas forcément un truc qu'il faut rattraper, tu vois. Non. Faut accepter des fois qu'il y a des gens qui t'aimeront pas. Pour des bonnes ou de mauvaises raisons. Et c'est comme ça. Voilà. Pour rebondir sur ta leçon, Simon, moi, ce que j'ai appris aussi cette leçon en 2024, mais j'aurais pas à tourner ça dans ce sens-là. Ce que j'aurais dit, c'est que. Enfin, je l'aurais dit, mais j'aurais ajouté autre chose. Ce que j'aurais ajouté, c'est que si une personne t'aime, dans ce cas, elle doit avoir ces conversations difficiles avec toi. Elle doit te Mmh. dire les choses et t'exprimer sa colère, puisque Ouais. ça va te faire grandir, tu vois, même si c'est difficile à court terme, tu vois. Mmh. Exemple, genre, si s'il y a un partenaire ou un client, genre, m'engueule et n'est pas content et tout, gratitude qu'ils me le disent, puisque Mmh. peut-être qu'il veut le meilleur pour moi et pour notre collaboration, tu vois. Donc s'il me le dit pas, on va pas avoir le meilleur. Je vais pas donner le meilleur de moi-même, il va peut-être lui avoir du ressentiment. Au final, l'amour, c'est de dire les choses aux gens qu'on aime, tu vois. Genre, Non, c'est dire carrément. les choses. Mmh. Et c'est exprimer peut-être sa colère, des choses comme ça. Ouais. Ouais, Et ça, et ça puis permet plus d'avoir des relations. simplement, c'est-à-dire que tu t'investis dans la relation. Mmh. Si j'en ai rien à foutre de ta gueule et que de toute façon je compte te lourder devant 2 semaines, je vais pas m'énerver à te crier dessus et créer une situation qui est inconfortable pour moi également, Mmh. sachant que j'en ai rien à branler. Si tu gueules sur quelqu'un, alors le mieux c'est quand même de pas gueuler, hein, ça sert à rien en Oui, fait. ça c'est sûr. Mais si tu te montres fortement mécontenté par une personne, c'est que tu en attends mieux d'elle, c'est que tu es pas content de comment ça se passe et c'est que tu tiens à la relation en fait. Sinon ça sert à rien de le dire. Ouais. Ouais. C'est un bon résumé. Monsieur le simplificateur. Si on devait résumer de 4, qu'est-ce qu'on dit? Bonne question. Ouais. C'est chaud patate, hein. C'est
Je pense que c'est une des années les plus dures que j'ai vécues depuis 2020, je dirais. Avant ça, c'était d'autres trucs, mais si vraiment je regarde pro, perso, l'équilibre, le global, tu vois, la vision d'ensemble, 2020, pour toutes les raisons que tout le monde a vécues, comme moi, c'était dur. Moi, 2021, 2022, c'était beaucoup de renouveau. 2023, c'était de l'anxiété parce que c'était la préparation d'arrivée de mon fils, etc. 2024, c'était juste dur. Genre, scaler une boîte, enfant de 1 an, perso, pro, tout ça, c'était dur. Tu es content d'être en 2025, quoi. Ouais. Hmm. Ouais. Moi, c'était un super début, mais à partir de septembre, c'était chaotique. C'est chaud, mais ça T'as fait grandir. déménagé aussi? C'était quand? Ouais, j'ai déménagé en février, donc ça, c'était cool. Mais après, donc tout était cool, mais à partir de septembre, je sais pas, je sais pas, j'ai dû faire je sais pas, un grand chaos. Mais c'était en fait, c'était chaotique, difficile, mais j'ai énormément grandi. Je pense que si je devais résumer 2024, ce serait émancipation. Xerius? Moi, mon résumé, c'est c'est de ne pas de cesser d'avoir le cul entre des chaises entre le scaling de business et le voyage. C'était, je pense, une des années les plus. Moi, je pense que c'est mon année la plus dure depuis ces 5 dernières années pour cette raison. Je pense qu'à un moment, genre, faut faire un choix entre est-ce que tu veux voyager, et dans ce cas, genre, tu voyages et toujours avoir une activité à côté, mais pas te challenger, essayer de scaler, d'avoir plus de clients et d'être challengé. Ou soit tu décides de te poser à un endroit et de focus dessus, d'avoir ta petite routine, ton sport et tout, et de kiffer ta vie comme ça, et de mettre ton attention sur le business. Mais le fait de faire les deux, x3 du CA, recruter une équipe, travailler avec plus de partenaires et plein d'attentes autour, plus le voyage, ma vie perso, essayer de trouver un équilibre là-dedans en faisant. Je suis allé dans 7 pays. Genre, à un moment donné, genre, j'ai juste envie d'exploser, tu vois. Enfin, j'ai pas eu envie, mais j'ai failli. Moi, j'ai tenu 3 mois. Moi, je devais faire 2 ans de voyage. On a fait 4 mois. Et j'étais au tout début du scaling. On a fait 4 mois, on a fait c'est trop la merde, vas-y, viens, on se pose quelque part. Ouais. Donc, l'enjeu 2025 pour moi, ça va être c'est de trouver l'endroit où je me sens bien pour me poser. Cool. Parce que c'est ça le but à la base. C'est une chouette quête. Chouette et longue. Ah oui, ouais. Mais c'est le problème quand on a beaucoup voyagé, c'est qu'en fait, on sait que recommencer de zéro autre part est toujours possible. Et donc, on a beaucoup plus vite fait d'être insatisfait de là où on est. Les gens qui sont jamais partis de nulle part, s'ils ont déménagé une fois, c'est pas parfait, c'est pas grave, ils restent, quoi. Quand tu as vécu à 257 endroits, le coût de tester le 258e, il est pas énorme, en fait. Et donc, tu changes vite. Et ça a aussi des mauvais côtés, d'ailleurs. Ouais. Tout est équilibré, de toute façon. Complètement. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Ouais, Simon, il part en coaching dans 4 minutes, là, donc oui, c'est vrai. on n'aura pas le choix. Merci à tous de nous avoir écoutés. Si vous êtes encore là à la fin de l'épisode, mettez scaling en commentaire. N'oubliez pas les pouces, les likes, les partages, tout ce que vous voulez, les étoiles sur les plateformes de podcast pour soutenir ce 5e épisode, qui est le 6e en tout, puisqu'il y avait l'épisode pilote. Et sur ce, je vous dis à la semaine prochaine. Bye. Salut. Ciao.